elles m'ont dit arrête d'appeler notre papa parce que c'est pas ton papa. Et je me suis dit waouh, s'il a fallu que je passe par ça pour pouvoir parler de Dieu avec mon petit frère et qu'il s'interroge sur sa personne et qu'il puisse peut-être éventuellement commencer un cheminement et être sauvé, et ben gloire à Dieu en fait. Après ça, j'avais plus court. Je suis retournée dans l'autre salle et je suis restée un moment devant la poubelle à me dire est-ce que je prends le sandwich ou pas parce que j'ai faim. Aïe les amis, on se retrouve sur Hollywood, notre nouveau podcast, donc bienvenue à vous. On va parler foi, on va parler espérance, on va parler de tout sans masque et surtout on va parler de vous. Aujourd'hui donc, on reçoit Kévan, une globe-trotteuse de malade. Bonjour Kévan. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 mots, ton année de naissance plutôt, ton statut marital ou pas d'ailleurs? D'accord. Alors, je m'appelle Kévan, je suis née en 91, donc oui, 91 avant Jésus-Christ. Donc j'ai 34 ans et cette année j'en aurai 35 et je suis mariée, pas d'enfant. Ok, super. Bon Kévan, si c'était un adjectif Kévan, tu serais quoi? Joyeuse. Ok. J'allais te demander si c'était une humeur, mais du coup... Joyeuse. Ok, et si c'était un objet? La joie. Non, c'est pas vrai. Un objet? Un lit. Pourquoi? Parce que dans ma maison, c'est ma pièce préférée. Enfin, mon meuble préféré. Parce que c'est le confort, t'es bien, t'es toi-même. Tu peux être tout nu. Ouais, et tu peux péter aussi. Aussi. Donc, en fait, c'est vraiment l'endroit où tu es le plus toi, je pense. Ouais. C'est là que tu pleures, c'est là que tu rigoles, c'est là que tu fais des roulades. Je crois que c'est la meilleure pièce. Ok, c'est la première fois que j'entends ça, c'est vraiment mignon. Mais toute seule sur le lit ou... Ou avec mon mari ou d'autres personnes. Ah. C'est pas vrai. Bon, plus sérieusement, comment la Kévan d'aujourd'hui décrirait la Kévan petite? Comme les maîtres et maîtresses à l'école me décrivaient, c'est-à-dire sérieuse, mais très lente. J'étais très lente. Je finissais jamais mes examens parce que j'étais très, très lente. En plus, j'étais petite et j'étais discrète. Ok, j'aurais pas dit hein, pour la discrétion parce que franchement... Du coup, dans quel cadre familial t'as grandi? Est-ce que c'était un cadre basique? Est-ce que ta famille était, je sais pas moi, chrétienne, athée? Alors, je suis née, déjà, mes parents n'étaient déjà plus ensemble quand je suis née. Et je suis née dans un foyer catholique, classique. Donc, j'ai fait mes sacrements normalement. Ok. Et donc, voilà, on n'allait pas spécialement à l'église tous les dimanches. Moi, j'y allais puisque j'avais mes sacrements et que ça m'intéressait, les catéchismes. Donc, voilà. Ok, et avec une famille comme ça où du coup, t'as grandi sous ton papa, c'est ça? Ou oui. Alors, effectivement, quand je suis née, mes parents étaient déjà plus ensemble. Mais mon père a pu me voir jusqu'à l'âge de 4 ans. Ah, okay. Ensuite, il n'a plus pu me voir. Donc, il n'avait plus cette autorisation-là. Et quand j'ai eu 12 ans, je l'ai réclamé. Parce que c'est vrai que bon, ma mère a refait sa vie, mon père a refait sa vie, ma mère a eu 2 filles, mon père a eu 2 fils. Après moi, donc je suis l'aînée. J'ai une fratrie de 5, séparée. Et en fait, quand mes sœurs, elles ont compris que leur papa, c'était pas mon papa, parce que moi, je l'appelais papa, du coup, eh bien, elles m'ont dit arrête d'appeler notre papa, parce que c'est pas ton papa. Okay. Donc, du coup, moi, ça m'a fait déjà une première cassure. Je me suis sentie rejetée. Et du coup, après, j'avais plus spécialement envie de jouer avec mes sœurs. Ça a vraiment cassé quelque chose dans notre relation, malheureusement. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, il me faut un papa. Donc, je vais réclamer mon papa. J'avais 12 ans. Et ma mamie, avec ma maman, et avec un tonton aussi de Saint-François, un ami de mon papa, ont réorganisé la rencontre avec mon papa. Comment ça s'est passé? C'était incroyable. Alors, j'ai été chez mon père. Je savais que j'avais un frère, Lloyd. Coucou Lloyd. Salut. Et quand j'arrive,
donc je suis dans la maison. Déjà, chez lui, je vois plein de photos de moi. Trop chou. Ouais. Franchement, donc c'est cool de savoir que j'ai jamais été oubliée. Et je vois Lloyd et je suis contente de le voir. Et lui, il demande à mon père, il dit c'est qui elle? Et il lui dit demande-lui comment elle s'appelle. Et il dit comment tu t'appelles? Je dis Kevan. Et regarde mon père, il fait c'est ma sœur elle? Et du coup voilà. Et du coup après c'est là que je découvre qu'il y en a eu un deuxième qui est arrivé, Oh, wow. Alan. Coucou Alan. Et du coup, après, j'avais mes deux petits frères, ma belle-mère que j'ai retrouvée, puisque c'est vrai que quand je suis née, ma belle-mère était aussi déjà là. Donc, on a commencé à fonctionner, quoi. Et aujourd'hui encore, vous êtes en lien? Enfin, vous êtes en contact, c'est quoi? Oui. Ok, et avec tes autres sœurs, du coup? Oui. Ah, ok, oui, ok, c'est là. On a pu reparler un petit peu de cette histoire et elles savent que ça m'a fait mal. Mais après, c'est des bêtises d'enfants, tu vois. C'est pas méchant de base. Ça a son effet, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec mes sœurs, je suis très bien. C'est beau, c'est très beau. Je me demande, en fait, à 12 ans, parce que je trouve que c'est quand même tôt, parce que c'est le début de l'adolescence un peu, quand on a un événement marquant comme ça qui arrive, est-ce que tu as senti, je sais pas, une différence avec tes amis ou à l'école? Est-ce que les profs ont remarqué que tu étais moins, je sais pas? Non, ça n'a pas eu d'effet parce que très, très vite, j'ai appris au lycée, au collège. Tu sais, il y a des profs qui te disent tes problèmes, ils doivent rester à l'entrée de l'école. Tu les récupères après. Mais en tout cas, à l'école, c'est l'école. Et quand tu rentres chez toi, tu fais ta vie. Mais tes problèmes, tu les fais pas rentrer. Et t'arrivais à faire ça? Ouais, et jusqu'à maintenant, en fait, j'arrive à compartimenter ma vie de manière à ce que, si j'ai un problème dans ma vie professionnelle, ça n'aura aucun impact sur ma vie personnelle. Si j'ai des problèmes sur ma vie personnelle, ça n'aura aucun impact sur mes performances au niveau du travail. Et ça, je trouve que c'est une force. Faudrait que tu m'apprennes parce que c'est vrai. Enfin, je trouve que tu y arrives à faire ça assez tôt, tu vois. Ouais. Et parce que mon grand âge là, je n'arrive pas à séparer les deux. Et t'as eu une éducation Montessori, peut-être c'est pour ça. Non, je rigole. Kevin. Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est beau. Enfin, j'aurais bien aimé apprendre à faire ça. C'est important. Bref, c'est toi, c'est à toi pour moi. Et du coup, j'aurais aimé savoir du coup aussi, à ce moment-là, enfin, si pour toi, tu avais déjà une réflexion sur demain au sens large, quel avenir tu voyais pour toi? Échec. Mais non. Échec. Surtout que plus tard, quand je suis rentrée au lycée, ma seconde, j'ai redoublé. Première, j'ai redoublé. Je savais en plus, dans mon projet de vie, j'avais prévu que je passe par la case prison au bout d'un moment dans ma vie. Ça, c'était obligé. Attends, on s'arrête là. On y va, raconte quoi? Je sais pas par quel moyen. Alors, je savais peut-être que j'avais une insensibilité par rapport au prix de la vie des autres. Et donc, à tout moment, si l'opportunité se présentait, j'aurais pu tuer quelqu'un. Voilà. Faudra mettre bip à tuer parce que t'es un psychopathe. Oui. Mais attends, tu t'es rendu compte de ça quand? Je sais pas. Quand il fallait parler de carrière professionnelle, moi, je voulais aller à l'armée. Ok, tuer les gens, ton kiff, ton dada. Bon, c'est pas un kiff, le mais sang. La mort, peut-être. Je sais pas d'où ça vient. Et ensuite, du coup, vas-y, continue après le lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, du coup, visiblement, non. Mais... différemment, figure-toi, différemment. Mais effectivement, redoubler la seconde, redoubler la première. Et pour la terminale, en fait, vu que ma mère avait décidé de déménager, puisque je suis née et j'ai grandi en métropole. Ok. Et ma mère, elle a voulu changer d'air. Donc, elle voulait aller en Guadeloupe. Et elle m'a dit, soit tu restes avec ton père, soit tu me suis. Et moi, je me suis dit, oh, on va déménager, genre à l'étranger, tout ça, on va vivre en Guadeloupe, trop bien, je te suis. Okay. Donc voilà, et pendant que j'étais dans l'avion, pendant qu'on préparait un petit peu le départ, je me suis dit, mais en Guadeloupe, il n'y a personne qui sait que je suis une cancre. Personne ne sait que j'avais de mauvaises notes, personne ne sait que j'ai redoublé. Donc je vais faire comme si j'avais toujours bossé dans ma vie. Wow.
Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac, du coup, avec mention. Mais non. J'étais assise devant et tout le monde me prenait pour l'intello du coin. Personne savait, tu vois. À ça de la prison. Bref. Exactement. Et ok, vas-y. Et enfin, ensuite, après ton bac, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Déjà, je vois que à partir de là, tu as un petit goût pour le voyage, parce que tu commences à dire on va changer d'air et tout. C'est ça. Surtout que je me suis dit, bon, Guadeloupe, tu connais, après le travail, tu vas à la plage. On va à la plage. Ça, c'est vraiment les concepts qu'on a de nous qui sommes nés là-bas et qu'on vient tous les 3 ans en bonifié et on pense que la vie, c'est comme ça. J'ai vite vu que c'est pas ça du tout. Je crois que jamais, peut-être une fois, hein, de tout mon lycée, de toute la terminale en tout cas, je crois que j'ai pas été à la plage du tout après le travail. Je peux étonner en vrai. Ouais. Donc, j'ai eu le bac et j'ai commencé mon dossier pour aller au RSMA. Ah oui, l'armée. Et oui, l'armée. T'as pas perdu de... Okay. Non. Au RSMA, ben moi, les études, c'était niet. Hein. Mais vu que j'avais eu mon bac avec mention, quand ils ont regardé mon dossier, ils m'ont dit, mais tu sais, si tu fais encore 2 ans d'études, tu peux rentrer directement à l'école de sous-officier à Saint-Cyr. Et du coup, tu rentres avec un meilleur grade, meilleur salaire, meilleure vie, etc. J'ai dit, bon, ok, 2 seulement. Donc, dans les études où il y a 2 seulement, c'est soit BTS, soit DUT. C'est vrai. Ouais. Du coup, j'ai choisi le DUT. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à Saint-Claude. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Et là, la première année, on avait un stage à faire de 1 mois. J'ai fait mon stage à Paris parce que je voulais aussi être masseuse, kiné. Parce qu'il faut savoir que j'ai redoublé, mais pas parce que je travaillais mal. C'est juste parce qu'on te met tellement de pression pour savoir ce que tu veux faire dans la vie qu'en fait, je ne savais pas quoi choisir. Et voilà, hein. La seconde, à l'époque, tu avais seconde économie sociale ou un truc dans le genre. Donc, j'ai redoublé. J'ai été en seconde. J'ai fait ce qui est ST2S maintenant. À l'époque, c'était SMS, sciences médico-sociales. En première, j'ai essayé la première S, scientifique, pour justement la carrière masseuse kinésithérapeute. Okay, ouais. Finalement, entre-temps, ma mère s'est mariée avec un gars qui m'a dit que j'y arriverais jamais. Donc, j'ai foiré l'année parce que j'y ai cru. Donc, je suis retournée en première ES. Wow. L'école m'a fait signer un papier pour me dire d'arrêter de changer. C'est ça. Et finalement, après, j'ai fait ma terminale ES. Pour le DUT, du coup, je voulais quand même continuer dans ma carrière de bien-être. Donc, mon stage de première année d'1 mois, je l'ai fait à Paris. Donc, j'ai cherché mon stage. Je me réveillais à 3h du matin pour pouvoir appeler tous les centres de bien-être que je connaissais, que j'avais regardés à Paris. Donc, j'avoue que, forte de ça, moi, j'ai du mal, les personnes qui me disent « je ne trouve pas de stage », alors qu'ils ne font pas de liste de prospection, qui ne se lèvent pas le matin pour pouvoir faire de la prospection, du phoning, déposer des candidatures. Parce que moi, en Guadeloupe, je connaissais personne. Je connaissais personne non plus en France et j'ai trouvé mon stage. Ce n'est pas de la chance, c'est que je me suis bougé les fesses, c'est tout. Donc, et quand on regarde bien les gens en général, c'est parce qu'ils ne se bougent pas ou ils se disent « ouais, mais j'ai envoyé partout ». Ah bon, t'as envoyé à combien? 3? Génial. Non, c'est pas suffisant. En fait, t'as depuis ce moment-là une sorte de persévérance. Ah oui. Oui. Et la deuxième année du DUT, on avait un stage obligatoire à faire de 2 mois à l'étranger. Ok. Donc, on a une dame qui est venue pour nous aider à partir à l'étranger. Donc, c'est son métier, elle. Elle nous a présenté plein de destinations et moi, j'ai choisi Porto Rico parce que je me suis dit, OK, c'est un pays bilingue, donc je vais pouvoir améliorer l'anglais et l'espagnol en même temps. Optimisation du temps, parfait. Tout ce qui peut t'arranger en 2 ans. Ah oui, exactement. Tout ce qu'on peut faire vite et bien, on va le faire. Donc, j'y suis allée et c'était une des destinations les moins chères, donc j'ai été. Et là, au bout de 2 semaines, parce que je restais 2 mois, au bout de 2 semaines, je suis tombée amoureuse de la destination. De la destination. Voilà. Et je savais en fait que je voulais faire quelque chose à Porto Rico. Donc, j'ai fait mon stage dans c'est comme une boîte d'intérim, voilà, où on aidait les personnes à trouver du travail, on faisait le matching, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, à la fin, ma tutrice de stage, qui a peut-être 2 ans de plus que moi, j'ai laissé mes affaires chez elle. Je lui ai dit, je vais revenir.
Wow. Je sais pas quand ni comment, mais je reviendrai. Et je laisse mes affaires chez toi, parce qu'il faut que je revienne les chercher. Et là, pendant que j'étais encore à Porto Rico, j'ai demandé à la dame qui nous a accompagnés dans les démarches pour partir, je lui ai dit, mais est-ce que je peux pas ne pas rentrer? Elle m'a dit non, parce que c'est un autre visa, donc il faut que tu rentres. Et en plus, il faut que tu passes ta soutenance pour ton diplôme quand même et tout. Donc, je suis rentrée, je passais la soutenance. J'ai eu aussi mon DUT avec mention. Wow. Et merci. Et je suis rentrée, on a commencé les démarches pour avoir le visa pour repartir. Bien sûr, j'ai parlé de ce projet à mes parents. Ma mère, elle m'a dit, OK, je vais payer l'école. Parce que, on était partis sur un visa d'étudiant. C'est le plus simple pour aller aux États-Unis, puisque Porto Rico, du coup, c'est américain. Ma mère m'a dit, je vais payer l'école, parce que l'école, je crois, c'était 12 000 € l'année. Donc, elle m'a dit, je m'occupe de l'école et tu vois avec ton père pour le reste. Loyer, reste à vivre, tout ça, machin. Du coup, j'en parle à mon père. Il me dit, OK, banco. Et là, on engage les démarches pour pouvoir partir à Porto Rico. Ça a pris 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, j'ai travaillé au McDo. Voilà. Dédicace à Olivier, le manager. Olivier. Et là, le McDo, je trouve que c'est une excellente école pour apprendre beaucoup de choses, apprendre des choses sur toi-même et de travailler efficacement et de le faire bien. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première fois que j'entends un truc de positif sur un fast-food. Enfin, tu sais, on dit qu'il y a beaucoup de pression, que si tu n'as pas les épaules, c'est même pas la peine d'y aller, que ça peut te rendre limite genre dépressif, tu vois. Je pense que tout dépend de tes objectifs. Après, moi, j'avais pas pour objectif de faire carrière là-bas non plus. Ouais, moi, je suis là pour 6 mois parce que dès que j'ai mon visa, je pars. Voilà. Donc, j'avais un objectif et il n'y a pas de... Comment on dit ça? Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Et il n'y a pas de mauvais argent. J'avais besoin de me faire un capital pour pouvoir partir à Porto Rico. Et voilà. Et en fait, quand on est toujours dans une optique où j'ai envie d'apprendre des choses, tu apprends, peu importe la situation dans laquelle tu es. Moi, en dehors de ça, j'ai déjà fait le ménage chez des gens. Quand, peut-être on va reparler tout à l'heure, mais Ludo, il a eu son accident il y a 2 ans. Moi, je venais tout juste de démissionner, genre la veille, donc pas d'aide, etc. Et je me suis dit, ça me laisse du temps pour pouvoir m'occuper de mon mari. Mais j'ai eu besoin d'avoir de l'argent. J'ai fait le ménage chez les gens. Enfin, moi, j'ai pas peur de travailler. Je suis une bosseuse. C'est ce que je comprends. Parce que de cancre à avec motion, c'est très rare. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé mon séjour au McDo. Et ensuite, je suis partie à Porto Rico. À Porto Rico, donc je suis partie pour faire un BBA, un Bachelor en Business Administration. 2 ans encore? Marketing. Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'elle me dit que vu que problème d'équivalence, tout ça, il faut recommencer. Ah ouais. Mais au final, j'ai dit, OK, on y va. Et quand j'y suis allée et que je parlais avec mes camarades de classe, déjà là-bas, les étudiants ont tout âge. Tout âge. J'avais une dame de 60 ans dans ma classe. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Et moi, je disais, non, mais il faut que je finisse vite parce que tu comprends mon âge. Et on dit, mais comment ça, ton âge? Non, t'es dans l'âge normal. Enfin, tranquille. Et c'est là que j'ai commencé déjà à relativiser sur la mentalité qu'on a en tant que Français. Oh, j'ai redoublé 2 fois. Les gens me dépassent de 2 ans. Je suis la plus grande. Enfin, non, ils sont plus jeunes que moi de 2 ans. Je suis la plus grande, etc. Je prends du retard. Non. Valorise ce que tu as maintenant et fais avec ce que tu as maintenant. Enfin, on y va et on va de l'avant. Et là-bas, pardon. Là-bas, ça se passe bien. J'étudie bien. Sauf que le père, le padre, qui avait dit OK, banco, pour le projet, n'a pas respecté sa parole. On n'est pas là pour rendre des comptes. Hein. On n'est pas là pour régler des comptes. Comment il s'appelle ton papa? On va lui parler. Il s'appelle Willy. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Mais en tout cas, malheureusement, à cette période-là, il n'a pas respecté sa parole. Donc, j'ai vécu avec mes réserves du McDo pendant un petit moment. Sauf qu'au bout d'un moment, les réserves, ça se termine. Donc, je reviens vers lui. J'essaie de lui dire oui, mais bon, du coup,
L'argent, c'est... En fait, comment ça se passe? Ouais. Et en fait, je sais pas, dans sa réponse, je vois qu'il essaye de me baratiner. Je sais pas, c'est flou. Et du coup, ben, j'étais fâchée et j'avais pas de solution. Et en fait, à aucun moment de la situation, je me suis dit, ben, rentre en Guadeloupe. Ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est quand je raconte ça aux gens où je me dis, mais en fait, j'aurais pu juste rentrer. Ouf. Non, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Parce que ben, ma mère, elle paye l'école. Et c'est pas pour qu'elle mette ça en l'air, en fait. Je suis allée pour un objectif. Je vais avoir mon diplôme. Fin. Sauf que ben, quand tu n'as plus de réserve, quand tu vois que ça commence à se terminer, ben, tu commences à mieux gérer, à te restreindre aussi beaucoup. Parce que moi, pour aller à l'université, je prenais un bus, un métro et une navette. Du coup, j'avais arrêté de prendre le bus. Tu marchais. Exactement. Oh, wow. Je me levais ben, 1 heure plus tôt pour pouvoir marcher 42 minutes pour aller prendre le métro, pour économiser l'argent du bus. Il te restait combien de temps à ce moment-là? Enfin, Ça faisait 4-5 mois que j'étais là. Hein. Ah, c'était au début. C'était au début. Okay, mais oui, les réserves du McDo. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Donc, pour économiser l'argent du bus. Et je n'avais plus non plus de quoi acheter à manger. Donc, bah, du coup, j'avais commencé à arrêter de manger aussi, parce que ma mère était venue me voir et elle m'avait ramené des pots de pâte à tartiner. Et avec mes derniers deniers, j'allais à l'hypermarché et j'achetais de la farine que je mélangeais du coup avec de l'eau du robinet et que je mettais dans le four. Ça fait des petits pains. Wow. Et je mettais la pâte à tartiner dedans pour pouvoir bah, manger. C'était ça ma nourriture. Et en fait, un jour, je vais à l'école. Pardon. Un jour, je vais à l'école et je rentre dans le cours et il y a une fille qui rentre. Elle a un sandwich. Elle mange la moitié. Elle jette l'autre moitié à la poubelle. Et moi, je suis là, j'ai faim. Tu vois, j'ai pas pu suivre le cours parce que je sais qu'il y a la moitié d'un sandwich dans la poubelle. Et après ce cours-là, j'avais un autre cours dans une autre salle. Et donc, j'ai été dans le cours, mais mon cerveau, il est dans le sandwich qu'il y a dans la poubelle dans l'autre salle. Après ça, j'avais plus cours. Je suis retournée dans l'autre salle et je suis restée un moment devant la poubelle à me dire est-ce que je prends le sandwich ou pas parce que j'ai faim. Et c'est ma fierté d'antillaise, voilà, qui m'a dit non, t'es pas tombée aussi bas. Et je suis partie. J'avais faim. Le problème aurait pu être réglé. Je prenais le sandwich et je le mangeais faim. Mais au final, je suis partie. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Parce que quand tu es aux États-Unis et que tu n'as qu'un visa d'étudiant, tu ne peux pas travailler. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire de mes mains? Qu'est-ce que je sais faire dans la vie pour pouvoir avoir de l'argent? Et donc, ma mère, ben, vu que j'ai des petites sœurs et qu'elle les coiffait, j'ai appris à coiffer à côté d'elle. Donc, je sais coiffer. Je sais mettre des mèches et tout et tout. Donc, je me suis dit, OK, je vais coiffer. Donc, avec les derniers deniers, j'ai été à l'hypermarché. J'ai acheté un cabas à roulettes, là, des trucs de petite mamie. J'ai acheté du nécessaire à coiffure. J'avais une chaise pliante à la maison. J'ai trouvé des morceaux de carton où j'ai mis des modèles de coiffure que je sais faire. J'ai mis en anglais, en espagnol. J'ai trouvé des ficelles. Tac! Et j'ai mis le carton sur moi comme une femme sandwich. Tu vois, c'est ça, exactement. Et en fait, j'ai été sur la plage de Isla Verde, Carolina. Et là, en fait, j'ai cherché des gens à coiffer. Et le plus dur, c'est de trouver le premier oui. Parce que les gens te disent non, 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 non. Par contre, une fois que tu as le oui, vu que la personne, elle est assise, les gens voient ce que tu es en train de faire et que, voilà, c'est de la qualité, bah après, la queue, elle se faisait toute seule, tu vois. Magnifique. Et aux États-Unis, comme ils ont la culture du tips, en fait, le tarif que je proposais, ils donnaient toujours plus. En plus de donner tout ce qui est mojito, du jus, de l'eau, etc. Franchement, là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu ma best life. Ma best life. Un jour, sur le chemin du retour de coiffer sur la plage, dans le bus, je vois une fille qui a un afro et je lui dis, tu sais, je sais faire des mèches. Et elle m'a dit, OK. Donc, j'ai été chez elle, j'ai fait les mèches, j'ai coiffé sa fille aussi. J'ai créé une page Facebook, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Je suis ancienne, ça va. Et donc, j'ai commencé à poster aussi ce que je faisais. Ensuite, du coup, j'ai commencé à coiffer un petit peu chez les gens. Un jour, il y a eu un événement qui s'appelle Rencontre au naturel, parce qu'à Porto Rico, les filles, bon, maintenant ça va beaucoup mieux,
mais elles étaient très complexées par leurs cheveux afro, parce que là-bas, tout le monde se défrise. D'ailleurs, en espagnol, ils disent, quand tu n'as pas les cheveux lisses, ils disent tu as le pelo malo, el pelo malo, genre le mauvais cheveu, quoi. Pour voir comment, dans la tête, c'est mal vu. Et là, il y avait une rencontre au naturel. J'ai contacté l'organisateur et je lui ai dit est-ce que je peux venir coiffer? J'ai mon nécessaire, etc. J'ai juste besoin d'un petit endroit pour pouvoir coiffer. Il m'a dit ok, banco. Donc j'ai été et j'ai commencé à coiffer les filles qui voulaient se faire coiffer. Et là, il y a une dame qui a un salon et qui m'a dit j'ai besoin que tu fasses ce que tu fais là dans mon salon. J'ai un salon afro et tout. Je lui ai dit mais moi, j'ai pas de visa de travail, je peux pas travailler. Elle m'a dit t'inquiète. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu travailler chez elle. J'ai travaillé dans un salon. Je gagnais très 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 bien parce que du coup, vu que là-bas c'était très rare, donc les prix, franchement, faire ce que tu as dans la tête là, $175. Mais non! Je te jure. Ok, j'y vais. Ouais, franchement. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler dans le salon. J'ai recommencé à travailler chez moi. Et tu arrivais à jongler entre l'école et du coup le travail? Oui, parce que le système, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Là-bas, tu as cours déjà que du lundi au jeudi. Et en plus, en général, tu as cours que le matin ou l'après-midi. Okay. Parce que nous, en France, vu que les études sont gratuites grâce à l'argent du contribuable, c'est important, payez vos impôts pour. C'est un privilège d'avoir l'école gratuite en France. C'est vraiment une chance, on ne se rend pas compte. Arrêtez de sécher. Exactement. Et puis tirer profit parce qu'à l'étranger, ce n'est pas le cas. Et aux États-Unis, les cours, ça se paye. Et c'est. Moi, j'étais à coût de $1 200 le trimestre. Donc voilà. Et donc, du coup, eux, pour payer ça, il faut qu'ils travaillent. Donc, il faut leur donner l'espace. Donc, nous, en France, on n'a pas besoin de travailler parce que c'est gratuit. Ceux qui travaillent, c'est pour s'en sortir ou bien pour du plus et tout. Mais là-bas, c'est une nécessité parce que si tu veux étudier, il faut de l'argent. Et tu fais un prêt, mais le prêt, il faut le rembourser dans tous les cas. Donc, il faut de l'argent. Donc, il y a l'espace pour pouvoir travailler, pour financer tes études. Donc, vraiment, tu as de l'espace en termes de temps pour pouvoir travailler. Est-ce que, enfin, je continue parce que j'en ai plein. Est-ce que, en fait, j'ai l'impression, dans tout le parcours que tu racontes, tu vois, que tu n'étais pas accompagnée. Je veux dire, tes amis. Enfin, je sais pas, j'avais dit, si j'ai une pote, tu vois, qui est en galère et tout, ben, viens à la maison, tu vois. Donc, est-ce que. Je suis à Porto Rico. Ouais. Je connais personne. Mais. J'ai pas de famille. Donc, c'est ma famille qui est en France, effectivement. J'en ai parlé avec un tonton. D'ailleurs, mon tonton s'est fâché avec mon papa parce qu'il ne peut pas comprendre comment sa nièce se retrouve L'amour, tonton. Ah oui, tonton Denis. Oui, pardon. Et donc après, ils se sont réconciliés et tout. J'ai une cousine qui m'a envoyé des sous. Voilà, à distance. Voilà. Mais c'est pas ce problème-là, j'en ai pas parlé à ma maman parce que elle payait déjà à l'école. Je ne vais pas en plus surajouter ça. Donc voilà, moi je suis à l'école. Je me souviens par contre un jour où j'ai appelé ma mère en visio et elle a coupé la caméra en fait parce qu'elle ne pouvait pas voir l'état dans lequel j'étais. J'avais maigri, je mange pas. J'ai pas à manger, je peux manger à ma faim. Et la seule chose qui peut me sauver, c'est un sandwich dans la poubelle. Donc, c'est pour tu peux te rendre compte du niveau de pauvreté dans lequel j'ai été. Et voilà, donc du coup, j'ai bossé dans le salon. Ensuite, j'ai arrêté de bosser dans le salon. J'ai bossé depuis chez moi pour faire les mèches et tout. Et donc, en vrai, la coiffure, ça a été mon premier business. Donc, ouais, premier business. Et aujourd'hui, enfin, on le verra tout à l'heure, on a d'autres du coup. C'est ça. Mais il faut savoir que entre-temps, le système de notation aux États-Unis, vous voyez dans les films, c'est les lettres A, B, C, D, F. Donc, du coup, moi, j'avais que des A. Waouh. Donc, 4 points. C'est ça, la note, 4 points. Donc, du coup, j'ai eu mon diplôme avec 4 points, que des A. Donc, j'ai eu une bourse d'honneur pour pouvoir m'aider à payer mes études. Et vu que je faisais du sport, moi, mon sport de base, c'est le kickboxing. Et là-bas, ils n'avaient pas, donc du coup, j'ai fait taekwondo. Donc, j'avais aussi une bourse sportive. Donc, financièrement, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu du coup mon diplôme avec les plus hauts honneurs. Waouh. Quelle fierté en vrai. De ouf. Mais en fait,
Je trouve ça incroyable parce qu'aujourd'hui, tu en parles à raison, du coup, avec large sourire. Ouais. On dirait que, bon, je sais pas si tu as déjà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu as déjà fait le deuil de cet événement-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu me dis pas, par exemple, que tu pleurais, tu vois, que tu étais au bout de ta vie, tu continuais à aller à l'école, tu hésitais à prendre le sandwich, tu avais encore un peu d'orgueil. Mais tu vois, tu n'étais pas à terre à terre, tu vois. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que j'étais très fâchée avec mon père, avec raison, je pense que c'était légitime. Ouais. Mais ça n'a jamais eu d'impact, encore, tu vois. T'arrivais sur la part des choses. Voilà, ça n'a jamais eu d'impact sur mes notes à l'école. Par contre, c'est vrai que j'étais très fâchée avec mon père, je comprenais pas. Et c'est là, pendant cette période-là, je pourrais pas te dire quelle date exactement, mais c'est là, après, que j'ai rencontré le Seigneur. Ok. Si, à Porto Rico. À Porto Rico. Et oui. Donc ton Dieu vient de... Il parle espagnol, ton Dieu. Okay. Exactement. Et c'est vrai en plus, parce que du coup, ma langue spirituelle, c'est l'espagnol. Moi, je connais un Jésus qui parle espagnol, tu vois. Incroyable. Est-ce que tu peux raconter cette rencontre-là? Yes, sure. Ça, alors. Non, en espagnol. Tu vois. Oui. Alors, à Porto Rico, j'ai vécu dans un quartier qui s'appelle Santurce. Ensuite, j'ai déménagé à Rio Piedras. Et quand j'étais à Santurce, dans cet immeuble-là, il y avait une petite voisine que j'aimais bien. Et quand j'ai déménagé, je voulais retourner la voir, lui rendre visite. Mais je m'entendais bien aussi avec le monsieur qui faisait le ménage. Et en allant voir cette dame, je tombe sur lui. Et on prend des nouvelles. Alors, comment ça va? T'as déménagé et tout? Et je dis oui. Et à un moment, je lui dis, écoute, j'ai rencontré Jésus et maintenant, je suis heureuse. Il me dit, ah, mais génial et tout. Parce que là-bas, tous, ils sont très croyants. Toutes les religions, là-bas, tu les retrouves. Et elle me dit, c'est génial, et du coup, tu vas à l'église? Et je lui dis, non, je ne veux pas à l'église. Mais comment tu l'as rencontré, Jésus, là? Alors, Ah, ok. Oui, c'est vrai que je n'ai pas raconté. Comment c'est arrivé? Sur la plage? Alors, non, pas du tout. J'étais... Ah oui, je me souviens. Dans cette période-là, je perds mon parrain. Et c'est la première fois que je perds quelqu'un. C'est la première fois que j'expérimente la perte d'un proche. On n'était pas proches du tout. On s'appelait même pas pour les anniversaires. Donc, franchement, mais c'est la première fois que je perds quelqu'un que je connais, quoi. Et du coup, c'était bizarre. Surtout qu'en plus, ma réaction montre que vraiment, j'ai pas compris le concept, quoi. Parce que quand mon frère, c'est mon petit frère qui m'apprend que mon parrain est décédé, je lui dis non. Et je prends mon téléphone et je commence à parler à mon parrain par message et tout. Pas de réponse, naturellement. Ouais. Mais j'étais dans un déni, quoi. Incroyable. Et il faut savoir que quand je suis partie à Porto Rico, j'avais un copain de base. Voilà. J'avais un amoureux de base que j'avais laissé en Guadeloupe et on vivait notre relation à distance. Mais lui, sa phobie, c'était la mort. Donc, du coup, je ne pouvais pas parler de ce que je vivais là avec lui. Je n'avais pas envie de l'inquiéter. Et tu lui parlais de tout ce qui s'est... En fait, pendant toute la période où tu étais dans le down financier. Oui. Tu étais avec lui? Oui. Ok. Et tu lui en parlais? Oui. Ok. Et donc? Bien. Je suis mariée à Ludo maintenant. Ok, très bien. Donc, à l'écart. Que veux-tu? Okay. Donc, et puis, je sentais aussi que je ne pouvais pas parler de ça ni à ma mère, ni à ma mamie, parce qu'en termes de consolation, ce n'étaient pas les personnes les mieux qualifiées, quoi. Ouais, voilà. C'est bon, relève-toi, on y va, on continue. Donc, ce n'était pas sur ça. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens j'ai une copine adventiste qui m'envoie une photo d'elle. Elle a un tatouage. Et je dis, ah ben super ton tatouage et tout, vraiment joli et tout, mais tu m'as pas dit que dans ta religion, là, vous pouvez pas faire de tatouage? Ouais. Et elle me dit, oui, non, mais c'est un faux, ça part à l'eau, etc., machin. Okay. Je dis, ok. Elle me dit, non, t'es folle, je ferai jamais de tatouage pour de vrai, la Bible le condamne et tout. Je dis, ah bon? La Bible, le livre le plus ennuyeux du monde, parle de tatouage d'un sujet aussi contemporain, parce que moi, j'étais pratiquement sur le point de me faire un tatouage aussi. Ok. Et parce que c'est vrai que je suis aussi une grande... J'aime beaucoup lire, j'ai toujours aimé lire,
Ma mère, elle pouvait aller au supermarché, me laisser dans le rayon livres et elle savait qu'elle allait me retrouver là. Ouais, ok. Parce que j'aime beaucoup lire. J'ai toujours aimé lire. Et la Bible, c'est un challenge de lecteur. Je te dis, allez, on va lire de Genèse à Apocalypse. Sauf que, donc, du coup, j'ai déjà essayé peut-être 2-3 fois dans ma vie de lire la Bible. Mais quand tu arrives généalogie, sanctuaire, généalogie, tu lâches. Fils de. Voilà, tu lâches l'affaire, c'est pas la peine. Donc, pour moi, c'était peine perdue. Et donc là, elle m'envoie ça. Et je lui dis, mais la Bible parle de ça? Et elle me dit, oui, dans Lévitique et tout. Je lui dis, ah, mais c'est l'Ancien Testament. C'est plus d'actualité. Maintenant, on peut se tatouer et tout. Elle me dit, non, mais c'est vrai que les temps changent et tout, mais Dieu ne change pas. Et sa parole est éternelle. Je dis, bon, si c'est ça ta croyance, ok, ça marche. Tu croyais, toi? Ok. Tu la mets... Non, je ne l'ai pas mis de côté, mais la discussion s'est arrêtée là. Ok, d'accord. Voilà. C'est ta croyance, voilà. Je ne suis pas convaincue. Voilà. Sauf que ça m'a titillée parce que je me suis dit, bon, la Bible parle de tatouage. J'ai été sur Google. Je me suis dit, que dit la Bible sur les tatouages? Que dit la Bible sur les piercings? Que dit la Bible sur la sexualité, sur l'alcool, sur un petit peu tous les sujets qui me passaient par la tête? Et en fait, plus je lisais des réponses de la Bible, donc des versets, plus je voyais que je me sentais mieux, surtout par rapport à la perte de mon oncle. Wow. De mon oncle. Oui, c'est le frère de mon père, donc oui, c'est mon oncle aussi, mon parrain. Je me sentais mieux par rapport à ça. Et à force de demander à Google ce que dit la Bible, je me suis dit, bon, on va prendre la Bible, on va voir ce qu'elle dit d'elle-même. Parce que du coup, ma Bible était dans mon sac, avec ma neuvaine, ma petite statue de Marie et mon chapelet, puisque mamie, tu connais. Mais oui, tu dois partir avec ça avant de prier là-bas. Donc voilà. Et j'ai pris ma Bible et je me suis dit, bon, je vais la lire. Et à ce moment-là, je me souviens que j'avais été dans l'église, à l'église catholique et on avait une petite réunion, je sais pas, et je demande à la dame, comment on fait pour lire la Bible? Parce que j'ai essayé de la lire plusieurs fois et je m'arrête. Et elle me dit, bah, tu sais quoi, pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau. Et cette phrase-là revient dans ma tête là, à ce moment-là. J'ai dit, bon, j'ai jamais vu qu'on commence un livre par le milieu. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Par le milieu, ça va pas me tuer. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à lire Matthieu. Et en lisant, alors là, je suis tombée dans un bain d'amour, des nuages, tout le confort et tout, un bain d'amour. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à avoir ma relation avec le Seigneur. J'ai eu cette période où tu lis, c'est quoi les péchés et ce qui t'attend et tout. Et j'ai dit, mais tout ça, j'ai fait, hein. Donc là, je suis cuite, c'est fini. J'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait tout ça, j'ai aucune chance d'être sauvée, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment ce Dieu d'amour qu'on ne m'avait jamais vendu. Moi, c'était plutôt un père fouettard, attention à l'enfer, il faut faire attention, etc. Et à un moment donné, je me suis souvenu que j'avais des amis. J'avais une amie évangélique et une autre adventiste. Pas celle qui m'a montré le tatouage, une autre. Et à un moment, je leur dis, mais vous, quand on était à l'école, vous me parliez de la Bible avec des versets et tout. Et c'est quoi? Mais vous êtes de religions différentes. C'est quoi la différence entre vous deux? Elles se connaissent pas. Je leur ai posé la question séparément. L'évangélique m'a dit, je te réponds plus tard. Est-ce que maintenant j'attends? Et l'autre adventiste m'a dit, je crois que les évangéliques, ils vont à l'église le dimanche, voilà. Je dis, oui, c'est le dimanche qu'on va à l'église. Elle me dit, non, c'est le samedi. Pas d'études bibliques, rien du tout. Elle m'a dit juste, c'est le samedi. Je dis, non, tout le monde va à l'église le dimanche, donc c'est le dimanche. Elle me dit, non, c'est le samedi. Ok, ça marche. Bon, si c'est ta croyance, ok. C'est fini. Voilà. Et au final, je me suis dit, bon, on va retourner sur Google. Que dit la Bible sur le vrai jour du repos, le samedi ou le dimanche? Et c'est là que j'ai compris que Dieu n'avait envoyé personne changer son jour. Donc, j'ai commencé à faire le sabbat chez moi, en fait, comme je pensais que c'était bien, c'est-à-dire que je me reposais. Et je lisais la Bible parce que j'ai vraiment dévoré la Bible, hein, même à la récré, à l'université. J'avais ma Bible, fallait que je lise. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire le sabbat, je me repose, je lis la Bible. Et là, je vais rencontrer la dame, je tombe sur le monsieur et je lui dis, j'ai rencontré Jésus et maintenant je suis heureuse. Il me dit, tu vas à l'église? Je dis non.
Et je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, mais moi, s'il faut que j'aille à l'église, il faut que ce soit une église qui est bien, avec des gens bien, ils font des trucs bien, et tout est bien. Parfait, l'église parfaite, voilà. en fait. Et là, il me dit, tu sais quoi? Tu trouveras jamais d'église parfaite. Parce que toutes les églises sont remplies de personnes imparfaites. Donc toi, tu vas pour écouter le message que le Seigneur a pour toi, et ensuite tu regardes ni à gauche ni à droite, tu rentres chez toi. Voilà. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et donc c'est là, ensuite, que j'ai commencé à chercher une église ouverte le samedi. Donc je suis sortie de chez moi samedi, et puis j'ai cherché une église. Je voulais pas être influencée par quoi que ce soit. S'il fallait que je retourne à l'église catholique, j'aurais trouvé une église catholique. S'il fallait que j'aille chez les bouddhistes ou les musulmans. Bref, il me fallait un truc ouvert le samedi pour que je puisse faire mon sabbat, quoi. Donc, naturellement, tout était fermé. Toutes les églises que je pouvais croiser étaient fermées. Je tombe sur une église ouverte. Et ils étaient en train de nettoyer. Je dis, est-ce que vous êtes ouverts aujourd'hui par rapport... je cherche une église ouverte le samedi. Ils me disent, nous, on est en train de nettoyer, là, il faut revenir demain, donc dimanche. Je dis, non, moi, je cherche un truc pour aujourd'hui, là. Vous avez rien, pas un culte, quelque chose. C'est ça. Et finalement, ils me disent, non, malheureusement, il faudra revenir demain. Du coup, je sors de l'église et je m'assois par terre. Je dis, Seigneur, j'étais très bien dans mon histoire de dimanche, là. C'est toi qui m'as mis dans les trucs de samedi. Donc, il faut que tu me trouves une église ouverte le samedi pour que je puisse faire le sabbat. Et c'est là que je me souviens de mon amie qui m'a dit c'est le samedi qu'on va à l'église. Je me souviens qu'elle est adventiste. Je cherche sur Google. Alors, Google et la Bible ont été de bons amis dans cette période. Je cherche sur Google église adventiste et je me rends compte que là où j'habitais à Santurce, il y avait au pied de mon immeuble une église adventiste. T'as jamais fait attention à ça? Si, mais je connaissais pas la religion. Donc voilà, en plus ça était rose. Voilà, c'est écrit Seventh Day Adventist Church. Et c'était une église anglophone. Donc, j'essaye de rentrer en contact Facebook, par mail, etc. Je n'ai pas eu de retour. En plus, ce qui est marrant, c'est que là où j'habitais, il y a mon immeuble. Ici, c'est l'église adventiste. Et juste là, c'était une boîte de striptease. J'ai eu l'occasion d'aller dans la boîte de striptease, mais pas à l'église. Donc, voilà. Et j'ai pas eu de nouvelles d'eux. Donc, du coup, là où j'étais, à Rio Piedras, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y en a une à Rio Piedras. Et c'est là que j'ai atterri à l'église à Rio Piedras. Bon, il était déjà midi passé, mais c'était quand même ouvert. Et là, j'y vais. Et donc, il y a une dame, c'est une diaconesse, Amalfi, qui me dit, oui, bonjour, ça va? Vous cherchez quelque chose? Je dis, oui, je cherche une église ouverte le samedi. Vous êtes ouvert? Elle m'a dit, oui. Je dis, je suis là. Elle me dit, ok, viens avec moi. Elle m'a emmenée voir le premier ancien, Antonio. Antonio, du coup, c'est devenu mon papa en Christ. Wow, ok. Et donc, il m'a parlé, il m'a dit, alors, raconte-moi comment tu as su par rapport au sabbat et tout. Je lui ai raconté ce que je t'ai raconté, mon histoire un peu. Et il me dit, écoute, bienvenue à toi. C'est vrai que là, bon, le culte est fini, hein. Il est midi passé. Mais... voilà, tu peux rester, tu peux rentrer chez toi manger si tu veux. Cet après-midi, on a des activités. Il y en a qui étudient la Bible, il y en a qui vont rendre visite aux gens à l'hôpital et tout. Enfin, il y a plein de groupes dans lesquels tu peux être. Donc, si tu veux, tu peux venir. Je dis, écoute, moi, le samedi, ce que je fais, c'est que je dors et je lis la Bible. Bon, je peux venir ici lire la Bible et puis je vais voir ce que vous allez faire, quoi. Ouais. Donc, je suis rentrée manger et je suis revenue. Et il y avait une étude biblique sur un foyer heureux. Foyer heureux, donc du coup, j'ai été là et j'ai commencé à suivre le cours. Et c'est là que j'ai compris la vision de Dieu par rapport à la famille et au mariage. Parce que du coup, au vu de mon histoire, moi, le mariage, pour moi, c'était quelque chose qu'on mangeait avec du ketchup éventuellement, mais pas l'intérêt, quoi. Pas ouf. C'est ça, pas ouf. Et là, j'apprends la vision de Dieu par rapport au mariage et à la famille. Et j'ai dit, waouh, je veux ça. Je veux ça. Je veux me marier, je veux ça. Je veux tout ce que Dieu a, je veux. Okay. Voilà. Le samedi d'après, je suis arrivée à l'heure, à l'église et tout. Et j'ai dit à Dieu, je viens pour écouter ta parole. Le jour où j'entends que la personne a dit quelque chose, c'est pas écrit dans ta parole, je pars. Voilà. Et depuis, je suis là toujours. Gloire à Dieu. Dédicace, Église adventiste 7e jour. Je kiffe, je suis tellement fière d'être adventiste 7e jour chrétienne. Donc, ça, c'est cool.
Et ce que j'ai aimé aussi dans cette église, et à chaque fois que je raconte ce témoignage, les gens sont choqués, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est que je suis arrivée tranquille, pantalon, au calme. Et en fait, personne ne m'a jamais fait de réflexion par rapport à ça. Juste, il y a des femmes qui m'ont acheté des robes. Elles m'ont acheté des jupes, elles m'ont acheté. Elles m'ont dit, ouais, regarde, ça te va bien et tout. Tu pourrais venir avec à l'église et tout et tout. Et moi, je les ai bien reçues, tu vois. Donc, ça m'a vraiment impressionné cet amour. J'étais accueillie, j'étais dans mon bain. Et voilà. Hein. Et pendant que je suis dans ma démarche avec le Seigneur et avec l'église adventiste, je reçois aussi par Antonio, mon papa en Christ, une étude biblique que lui, il donnait aussi le samedi, juste avant la fin du sabbat. Je suis cette étude biblique et quand on arrive au thème du baptême, je me rends compte que le baptême que j'ai reçu quand j'étais bébé, c'était pas spécialement le baptême que Dieu avait demandé. Du coup, j'ai dit, mettez-moi dans l'eau, on y va, on va se baptiser. Oui, parce que moi, la force de l'église catholique par rapport à ma relation avec Dieu et la parole surtout, c'est qu'on ne contredit pas la parole. Bon, ils t'enseignent pas comment la lire, mais on ne contredit pas la parole, c'est l'autorité, c'est comme ça. Donc moi, en fait, tout ce que je lisais dans la Bible, pour moi, c'était application directe, tout de suite. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Dieu a dit, il faut faire fin. Donc, baptême, ok. Et j'allais dire quelque chose, j'ai oublié, c'est pas grave. Ah oui, dans mon cheminement, je rencontre quelque chose qui n'existe pas en Guadeloupe, malheureusement, mais dans le ministère des JA, on a un groupe qui s'appelle les Cadetes Médicos Adventistas. C'est en fait le corps médical cadet de l'armée. Et en fait, comment ça se boucler? C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, je me retrouve dans ce groupe-là où on fait du sport, on a des entraînements commando, etc. On se roule dans la boue, j'ai dans mon bain. OK? Parce que moi, j'ai toujours su, aussi dans mon choix de carrière, que je voulais faire un métier où on aide les gens et où on fait du sport. Donc, voilà. Et donc là, on a l'uniforme bleu, tout complet. Tu passes des rangs, tu deviens un sergent, etc. Machin. Donc, c'est vraiment le corps médical. Et en fait, nous, on est là pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. On est vraiment sur les premiers secours, sauvetage, etc. Concret, hein, de Porto Rico, vraiment? Oui, de Porto Rico. C'est vraiment une branche reconnue même du gouvernement parce qu'ils font appel aux cadetes quand il y a des catastrophes naturelles. Quand il y a eu Maria, ils ont l'occasion de les solliciter. Et voilà, quoi. Donc, on a vraiment des formations, premiers secours, transporter les gens avec les lits, là, brancards, tout ça. Donc, vraiment très, très bien. Et là, je me suis dit, oh là là, je suis dans l'armée céleste, quoi. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai dit, le Seigneur, il a quand même réussi à ce que je sois dans l'armée, mais dans l'armée de Dieu. Et ça, c'est trop bien. C'est beau. Ouais. J'ai une autre question aussi, par rapport à tout ce parcours-là. Est-ce que, après avoir vécu tout ça et avoir rencontré Dieu de manière un peu, j'allais dire, extraordinaire, en même temps ordinaire, parce que quelque part, il a toujours été tout près, tu vois. Est-ce que tu lui as donné un petit nom? Est-ce que, je sais pas moi, tu l'appelles, genre le Dieu qui m'a trouvé quand j'étais dans la rue, je sais pas. Ok. Non. Ok, donc tu l'appelles juste papa, je veux dire, y a Seigneur. Pas ok. Ouais, papa d'amour. Papa, ok. C'est ça. Ok. C'est ça. Et ton retour en Guadeloupe, du coup, après ça? Si t'es retourné tout de suite après, je sais pas. Alors, comment dire ça? Ludo est apparu, peut-être. Pas du tout. 6 mois avant que je termine mes études, je romps avec avec ancien amoureux. Ouais. On rompt. En plus, il est venu pour mon baptême et tout. Mais non. Oui, il est venu pour mon baptême. Tu l'as lâché comme ça? Non, calme. Ludo, t'inquiète, Ludo. T'inquiète, Ludo, il est au calme par rapport à ça. Ok. Mais en tout cas, ça se termine. Il m'avait même demandé ma main et tout, parce que moi, j'ai dit au Seigneur, bon, tu sais que j'ai un copain, on a toujours eu des rapports. Là, je vois dans ta parole que, bon, il va falloir se mettre en ordre, mais je ne vais pas lui en parler.
c'est à toi de travailler en lui pour qu'il puisse comprendre aussi. Et effectivement, lui, il m'en a parlé. Il m'a dit, mais du coup, les rapports, comme tu es dans ton truc avec Dieu et tout, les rapports, comment ça va se passer? J'ai dit, la Bible dit qu'il faut être marié pour avoir des rapports. Il me dit, ok, bon, on va se marier. Et puis voilà, simple, réglé. Donc, c'est ça. Et quand il est venu à mon baptême, il m'avait demandé ma main et tout. J'avais dit oui. Et puis voilà. Mais finalement, il y a eu un moment, il est rentré en Guadeloupe et finalement, on n'arrivait plus à s'entendre. On n'était pas fâchés, on ne se mettait pas en colère ou autre. Mais juste, il n'y avait plus. Donc, d'un commun accord, nous avons décidé de mettre fin à la relation. Et ça, c'était 6 mois avant que je termine mon diplôme. Sauf que 6 mois avant de terminer le diplôme, c'est trop tard pour prolonger ton séjour. Parce que moi, je me suis dit, je vais rester à Porto Rico, il n'y a plus rien qui m'attend là-bas. Sauf que c'était trop tard. Donc, du coup, j'ai été obligée de rentrer en Guadeloupe. Je me suis baptisée à Porto Rico. Et bon, ma famille n'a pas trop pris ça. Ma mamie m'a dit, mais comment ça? C'est un seul baptême. Voilà. Ma marraine qui me dit, mais je comprends pas, je t'ai baptisée. Pourquoi tu me dis tu veux te baptiser encore? Et donc, j'avais une certaine jalousie d'ailleurs en plus à l'église envers les enfants adventistes. Je me suis dit, eux, ils n'ont pas les problèmes que je suis en train de rencontrer avec mes parents là. Eux, ils mangent pas de porc, ça se passe bien. Là, je vais rentrer en Guadeloupe, comment ça va se passer? D'ailleurs, mon premier Noël en rentrant en Guadeloupe, j'ai pu manger que du fruit à pain et de l'huile. Parce qu'il y avait du porc absolument partout. Quel Noël triste, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je suis rentrée à l'été. Et 6 mois plus tard, effectivement, c'est la période de Noël. Je vais dans un chanté Noël et je rencontre Ludo. Et attends, peut-être qu'il faudra prendre en dire plus, tu vois. Ouais. Les gars, abonnez-vous. Parce que peut-être que Ludo, on va lui demander aussi. Du coup, vous lâchez un like, vous mettez la notification, tout ça. Voilà, c'est bon. Chanter Noël, Ludo. C'est ça. Il est habillé un peu en Noël? Non. C'était avec son groupe de carnaval. On part de loin, on part de très loin. Non, il n'y a pas de problème. C'était avec son groupe, en plus un groupe à masse. donc, du coup, j'avais pas envie d'y aller de base. C'était le meilleur ami de ex qui m'a dit, viens, on va là. J'ai dit, mais j'ai pas envie d'aller. Déjà, il y a ex et en plus, il y avait sa nouvelle meuf. J'ai rien à faire là-bas. Il m'a dit, ouais, mais non, mais il y a aussi un tel et tout. On va passer un bon moment. Du coup, j'ai dit, ok. Du coup, on y est allé. Et là, je rencontre Ludo. J'aimerais juste revenir sur ma période de repentance avec le Seigneur où j'ai pleuré et tout machin. Parce que j'ai aussi cette période où le pardon. D'expérimenter le pardon de Dieu. Donc, déjà de l'accepter, mais qu'au vu de tout le mal que j'aurais pu faire dans la vie des gens, de réparer. Donc, aller voir les gens à qui j'ai fait des méchancetés au lycée, en primaire, etc., me rappeler les noms des gens, aller les contacter, voir si je les trouve sur Facebook pour leur demander pardon, etc., machin. Voilà, c'était une démarche qu'il fallait faire. Il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas répondu, je ne sais même plus. Parce que moi, en fait, si tu veux, j'envoyais le message et après, je faisais disparaître la conversation. Je n'ai pas assumé. J'ai fait ma part, en fait. Voilà. En plus, quand j'ai déménagé, vu que le propriétaire n'avait pas été cool, j'étais partie avec des trucs de là. J'avais volé. Du coup, le propriétaire, voilà. Du coup, il fallait que je ramène, demander pardon et tout. Mais bon, vu qu'il n'était pas là, j'ai mis dans un sachet, j'ai mis sur la poignée, je suis partie. J'ai fait ma part, en fait. J'ai rendu. Donc, c'est ça. Et donc, demander pardon. Et à un moment, le Seigneur me dit, et ton papa? Ah oui, papa, oui. Et ton papa? Je dis, comment ça, mon papa? C'est lui qui doit me demander pardon, en fait. Donc, je vois pas de quoi tu parles. Mais effectivement, dans ma colère et tout, bon, je l'ai jamais insulté ou autre, mais je sais que j'ai été dure dans mes paroles envers lui. Et donc, du coup, j'ai fait la démarche d'aller lui demander pardon pour mon comportement et tout. J'ai pas eu d'excuses en retour, jusqu'à maintenant, tranquille. Mais en tout cas, la paix avec le Seigneur passe par là. Tu dois pardonner, tu dois lâcher. Donc, j'ai lâché, j'ai décidé de pardonner, on a repris le contact. Aujourd'hui, on se parle très, très bien, on déconne comme avant.
Et voilà, pardon à mon père, ça c'était important. Mais c'est important parce que dans le cadre de mon mariage avec Ludo, j'ai compris que le pardon, il n'était pas total. Parce que... Toi envers les autres? Non, envers mon père. Ah, ok. Et ça, peut-être on va revenir dessus tout à l'heure. Ton père. Ouais, on va revenir dessus tout à l'heure. Ouais. Donc, je rencontre Ludo. Et donc, ouais, dans le chanté Noël, je vois Ludo. Et en fait, là, je me dis que j'ai la forte impression que c'est quelqu'un que je connais. Ok. Donc, et comme j'ai voyagé et tout, je connais un petit peu de monde, je me suis dit, c'est quelqu'un, on s'est perdu de vue. Voilà. Donc, quand je le vois, je dis, hey, comment ça va? Ça fait longtemps. Et lui, comme sa maman est commerçante, elle vend des bokits, donc lui, il a toujours vu du monde dans sa vie. Donc, il m'a pas fait honte. Il s'est dit, bon, ça doit être une cliente à maman qui me reconnaît. Bon, ben voilà, il m'a salué. Finalement, j'ai passé la soirée avec lui et ses potes. Et à la fin, on a échangé les numéros. Et on a commencé à parler, jusqu'à ce que la question fatidique arrive. Où Ludo me dit, mais au fait, on se connaît d'où? Et depuis, moi, j'essaye de chercher. Je dis, mais d'où je le connais et tout. Et là, je dis, ben, franchement, depuis, je cherche et je vois pas. Et finalement, on essaye de faire se rencontrer les dates, les lieux où on aurait pu être ensemble. Et finalement, il n'y a que 2 lieux. Hein. C'est au Stade de France à Paris pour les 30 ans de Cassave. Pour le nombre qu'il y avait là. Alors là. J'y étais, mais je pense pas que ce soit là qu'on se soit vu. Ouais. Et une soirée en blanc, c'était à Vallombreuse. C'était une soirée où Saïk s'était fait poignarder. Voilà. Et il était aussi à cette soirée-là. De quoi? Qui se passe poignarder? Oui, je sais pas, le son. Non! Non, j'avais même pas vu. J'avais juste vu le mouvement de foule. Okay. En plus, là, j'étais en mode ex-folle parce que j'étais sortie avec un autre gars et j'avais été dans cette soirée-là pour le suivre. D'accord. Voilà. Donc, mais il n'y avait aucun moment où j'ai pu croiser Ludo, quoi. Oui. Wow, ouf. Eh ben, que veux-tu? C'est mon histoire, c'est comme ça. Et dans cette rencontre, du coup, avec Ludo, bon, une fois que vous avez changé vos numéros, etc., qui t'a sans doute demandé à sortir, je sais pas. Non, pas du tout. Ah, c'est toi? Ludo, c'est quelqu'un qui est gentil de nature. Mais non. Et il est très affectueux de nature. Mais non. Je te jure. Comment tu fais, toi, pour être avec quelqu'un? C'est ça. Mais de toute façon, peut-être qu'il va le dire dans son témoignage, lui, mais il va dire Kevin, avant Jésus, c'est quelqu'un que j'aurais jamais regardé, en fait. Donc, Jésus a vraiment fait son travail en moi. Donc, on discute pendant 3 mois. Et dans ces 3 mois-là, bon, on sort, on va à la rivière, on sort avec ses potes. Et un jour, on est sorti avec ses potes et j'avais froid. Et donc, lui, il a pas dit « Ah, t'as froid et tout ». Non, il a juste été dans sa voiture, il a pris son gilet, il me l'a mis. Réflexe. Je dis « Ah, c'est mignon ça, ça c'est bien ». Et donc, du coup, ça m'avait marqué. Et surtout que, plus tôt, il m'avait offert un beau kit. Alors, moi, on m'avait jamais rien offert dans mes relations précédentes et tout. Alors, Ludo, ta maman vend des beaux kits. Et toi, tu offres des beaux kits à une demoiselle? Ben oui. Ok, c'est bon. C'était au cas où. C'est ça. Et en plus, il y avait un concert dans lequel il allait. Et je lui ai dit, ah non, mais financièrement, je peux pas. Donc, et il m'a offert la place. Mais voilà. Incroyable. Donc, incroyable. Donc, moi, quand il me met le gilet, je me dis, ah ouais, et tout. Franchement, il est très attentionné et pas comme les autres, vraiment, à marquer des points, quoi. Et donc, on laisse son ami parce qu'on était avec son ami. Et donc, il me raccompagne à ma voiture. Et là, je me dis, on va s'embrasser. On s'embrasse pas. Je me dis, c'est sûr, il est gay. Donc, voilà. Bah oui, après tout ça, franchement, voilà quoi. Donc bon, finalement,
On a continué à parler. Ok. Après, on est ressortis. Là, Ok. on s'est embrassés. Ah, finalement, pas guère, Mais peut-être oui. bi. Bah. Donc voilà. Et notre histoire a commencé. Première année de notre histoire, chaotique. Wait a minute. Attends. Donc là, on est sur ta relation amoureuse. Et à quel moment tu interviens? Parce que tu as toujours cette relation avec Dieu, tu vois. Donc, est-ce que Dieu... Déjà, lorsque le gars, là, ben, il t'a fait sa demande et tout, Dieu aurait été OK. Finalement, vous vous êtes quittés. Enfin, je sais pas. Comment t'as fait pour... Eh ben justement, Ouais. j'ai demandé à Dieu. Je dis, mais concernant ex, comment on fait pour... Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu veux... Parce que je me dis, est-ce que par amour, il faut quand même rester ben, parce que c'est ça l'amour, il faut rester, il faut continuer à aimer, à aimer, à aimer. Ou est-ce qu'il faut lâcher? Et je lui ai demandé 2 signes. Je sais qu'un des signes, c'était, bon, là, je vais à l'église parce que lui, il me répondait pas depuis un moment. Et j'ai dit, bon, là, je vais à l'église. Si à midi, quand je sors de l'église, j'ai pas de ses nouvelles, c'est que je saurais que c'est mort. Donc, il n'a pas donné de nouvelles. Du coup, j'ai demandé confirmation. Je suis pas sûre. Confirmation. Et je me souviens plus de ce deuxième signe-là, mais je sais qu'il avait confirmé que c'était mort. Et du coup, j'ai dit, ben, c'est toi qui sais toutes choses, hein, tu connais ma vie. Donc, c'est toi qui décides. Moi, je suis prête à obéir, peu importe la décision que tu diras. Ouais. Eh ben, je la prendrai. S'il faut rester, je reste. S'il faut partir, je pars. Et avec Ludo? Et avec Ludo, c'est pareil. Ok. Donc, la première année, chaotique. Parce qu'effectivement, je l'ai quitté 2 fois, miskin. Ludo, désolée. Tous les beaux kits gratuits. Je l'ai quitté parce que justement, je n'étais pas en accord avec le fait de sortir avec un non-chrétien, mais en même temps, moi, c'est la première fois que j'ai un copain quand je suis chrétienne, quoi. Donc moi, je ne sais pas comment on fait. Je connais mes pratiques du monde, mais là, il n'y a personne qui m'explique vraiment comment ça se passe, comment gérer ça. Donc, je le quitte une première fois parce que je ne veux pas, déjà moi, être en porte-à-faux par rapport au Seigneur. Et je ne veux pas que lui, à cause de moi, perde son salut. Ok. Donc voilà. Deuxième fois, encore, je le quitte exactement pour la même chose. Et finalement, on est retournés ensemble. Et à la fin de cette année-là, parce qu'il faut savoir que aussi le 31 décembre, à minuit ou après, ça dépend, mais je fais ma lettre à Dieu, où je fais le point sur l'année écoulée et les projections sur l'année à venir. Et c'est ma prière, mais elle est écrite. Et là, je dis au Seigneur, bon, ben, concernant Ludo, on fait quoi? Parce qu'on s'est déjà quitté 2 fois et tout, mais j'ai l'impression que être avec lui, c'est pas bon. Mais j'ai l'impression de ne pas être avec lui, c'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut que... Donc là, on est le 31 décembre, je sais pas, je crois 2019. Et je dis, au 31 décembre 2020, il faut que je prenne... Non, on est en 2018. Donc, 31 décembre 2019, il faut que je prenne une décision. Et soit je reste et je ne pars plus, soit je pars et je ne reviens plus. Donc, je te mets à l'épreuve. Là, on va faire un deal. En fait, le signe, ça va être que moi, je ne vais pas l'inviter à l'église. Parce que moi, je veux quelqu'un qui t'aime toi. Et je ne veux pas me marier avec un adventiste étiquette. Ça ne m'intéresse pas. S'il ne t'aime pas, ça mais qu'il le fait que pour toi. Voilà. Mais je ne veux pas juste un adventiste qui n'a pas de relation avec Dieu. Voilà. Je veux que... Alors, je ne vais pas l'inviter à l'église, je ne vais pas lui parler de toi et tout. Mais le signe, c'est que dans l'année, il faudra qu'il vienne à l'église 10 fois. Et ensuite, j'ai dit, bon, t'es le Dieu de l'impossible. On va mettre 20 fois. On va mettre 20 fois. Et donc, du coup, ben, ça a été ça. Et pendant 1 an, j'ai tenu le secret, pas parler à Ludo, ne pas l'influencer, laisser Dieu agir et tout. Donc, j'ai compté le nombre de fois et tout. Et finalement, en décembre, on arrive, on est à 15. Il n'y a pas 5 sabbats dans le mois de décembre. Donc, je commence à dire, bon, Seigneur, il faut que tu prépares la rupture. Je commence à manquer de foi et tout. Et finalement, vers le 12-13 peut-être, je demande à Ludo, je dis, mais juste pour ma culture, est-ce que dans l'année, tu as peut-être été à l'église sans moi?
Et il me dit non. Surtout que je fais le compte dans l'année, mais je compte pas tout. Parce qu'il y a des fois, il est venu à l'église qu'au repas fraternel. J'ai dit ça compte pas. T'avais pas dit ça à Dieu? Non, mais j'ai dit à Dieu, ça compte pas. Parce que moi, je veux pas juste quelqu'un qui vient à l'église. Je veux qu'il ait une relation avec toi. Donc, je veux qu'il y ait le spirituel dedans. Donc, voilà. Et il m'a dit non, il n'a pas été à l'église. Par contre, il y a eu 3 fois dans l'année où il a fait le sabbat chez lui, tout seul, comme un grand. Voilà, il écoutait des louanges, je sais plus, il lisait des livres chrétiens, je sais plus ce qu'il faisait, mais il faisait le sabbat chez lui. Et il dit ça compte. Et ensuite, on a été à l'église un samedi. Du coup, on était à 19, mais il n'y avait plus de samedi après parce que je devais aller au Pérou faire mon master. Wow. Et je partais le jeudi. Et le mercredi, on se voit. Je ne sais plus si c'est lui qui devait m'emmener à l'aéroport le lendemain ou je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, j'allais partir au Pérou pour 1 mois pour mon master. Et donc, on s'est vus, on a passé un bon moment. Et ensuite, j'ai dit, bon, ben, moi, je vais à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? On se voit après chez mamie ou comment ça se passe? Il me dit, je viens à l'église avec toi. 20. Trop beau. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'étais contente. Donc, le 31 décembre arrive. Seigneur, merci. Voilà. Donc, maintenant, le deal est terminé parce qu'il faut savoir aussi que pendant cette année, à l'église, on a voulu me radier 2 fois parce que je sortais avec Ludo. Et que comme il n'est pas adventiste, il me dit « Ouais, mais tu comprends, tu es une figure publique maintenant. » Parce que j'avais fait les 10 jours j'avais tenu un effort d'évangélisation à Cap-Esther. Okay. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à être très vue et tout. Tu es une figure publique, tu dois être un modèle pour les jeunes. Gna, 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 gna. Donc, moi, j'avais envie de dire à ce moment-là « Ouais, mais je suis en deal avec Dieu, là, vous inquiétez pas, attendez. » Et finalement, j'ai rien dit. J'ai dit « Ok, moi, je sais ce que je fais. Donc, voilà, ce que vous me dites là, ça me... » Voilà, et on a continué. Et finalement, donc la nouvelle année a commencé. Et j'ai dit au Seigneur, ok, bon, du coup, faut que je reste. On va rester bien. Et là, vu que le deal était terminé, j'ai invité Ludo à l'église. Et la gloire de Dieu aussi, c'est que déjà, Ludo, il a commencé lui-même à prier plus que moi, faire des prières plus longues que les miennes. Et c'est lui aussi qui appelait à la prière, allons prier et tout, machin. Et là, on a eu en février ou en mars un séminaire sur le mariage dispensé par Francine Monder-Blattaz. Attends, on parle de quelle année là? 2020, je crois. Ok, c'était tout d'abord. Okay. Oui, c'est 2020. Okay. 2020. Et ce séminaire, parce que du coup, on s'est dit, bon, on est bien, on va se marier et tout. Tranquille, on est prêt, on y va. On va dans ce séminaire-là et on se dit, on n'est pas prêt. On va se préparer. Voilà, toi dans ton rôle de futur chef du foyer, sacrificateur du foyer, etc. Moi en tant que épouse et dans mon rôle en tant que femme aussi. Donc on s'est préparé aussi chacun de notre côté pour pouvoir rentrer correctement dans le mariage. Ensuite, du coup, on a commencé à économiser aussi des sous et à organiser aussi le mariage. Et dans l'organisation, et c'est là que je reviens par rapport à mon père, parce que dans ma vision du mariage, c'était pas lui qui allait m'accompagner. Hein. Parce que moi, quand tu me remets à Ludo, le symbole de « je te remets ma fille », c'est « prends soin d'elle comme moi j'ai pris soin d'elle ». Aïe, ok. Et dans la mesure où il n'y a pas eu beaucoup de soins, je vois pas pourquoi tu me remettrais à mon futur mari, tu vois. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais. Et donc, du coup, j'avais désigné mes frères. J'ai dit à mes frères, moi, je veux que vous m'accompagniez pour me remettre à Ludo. Et mon frère me dit, ouais, mais et papa? Je dis, non, mais il est invité, hein, tranquille. C'est juste, il va pas m'accompagner, tu vois, tranquille. Et j'en parle à mon frère, avec qui j'avais déjà parlé de l'amour agapé, parce qu'il avait sa copine et tout. Je dis, mais il faut aimer sans condition, il faut aimer. Tu es là pour donner de l'amour et tout. Et peu importe les défauts de l'autre et tout. Et là, il me dit, ouais, mais et l'amour agapé et tout et tout. Dans ma tête, je me dis, tu peux pas utiliser ce que je t'ai dit contre moi. Contre Uno. C'est ça. Ensuite, j'ai parlé aussi de cette histoire à ma collègue, parce que j'ai travaillé un moment à l'aéroport. Et j'en parle à ma collègue. Et elle est d'une autre confession religieuse. Et elle me dit, mais ton papa, tu l'as pas vraiment pardonné. Et j'ai dit, si, on se parle, on est bien et tout, il est invité, tranquille, quoi.
Elle me dit, mais non, mais le pardon et tout machin. Et comme elle est dans une autre confession religieuse, racisme religieux, toi, j'écoute pas ce que tu dis. Et finalement, je me rappelle plus comment j'atterris chez une sœur. Et cette sœur-là, je lui parle de l'organisation du mariage et tout, et je lui parle un petit peu de mon père. Et je lui explique pourquoi je veux pas qu'il soit. J'ai expliqué mon histoire et tout. Et elle me dit, mais j'ai l'impression que tu fais le procès de ton papa. Mais c'est qui le vrai juge? Et je lui dis, mais c'est Dieu. Et il me dit, mais Dieu, quand il te pardonne, il te redonne ta place ou il te laisse sur le côté, là, comme ça et tout? Et j'ai dit, non. Et là, je me suis mise à pleurer. Parce qu'en fait, je sentais que ce qu'elle me demandait là, ça allait être trop fort. J'ai pardonné. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que mon pardon n'était pas total. Parce que mon père, il faut que je lui redonne sa place. Parce qu'elle me dit, Kevin, je sais que tu es en train d'organiser ton mariage et que tu veux un mariage à la gloire de Dieu. Tu veux que ton mariage soit un témoignage, la cérémonie. Parce qu'il y aura plus d'invités non adventistes, parce que j'ai pas d'adventistes dans ma famille, il y aura plus de non adventistes que d'adventistes. Mais peut-être que ta famille et tes amis ils connaissent ton histoire par rapport à ton papa et tout. Mais quand la famille de Ludo verra que ton père est là, il n'est pas malade, il n'est pas mort, mais c'est pas lui qui t'accompagne, quand toi tu voudras les évangéliser, leur donner un témoignage, etc., ils vont te dire va pardonner à ton père, ensuite tu vas venir nous parler, tu vois. Elle dit donc toi, dans ton témoignage, il faut que tu puisses redonner à ton père sa place. Voilà. Et j'ai tenu en disant non, c'est mort. Et jusqu'à ce que je lâche. J'ai dit ok Seigneur, ok, je te laisse gérer parce que moi je veux pas gérer ça. Tu vas gérer mon père, moi je veux pas gérer ça, mais ok, il va m'accompagner. Donc je dis à mon père finalement je veux bien qu'il m'accompagne. Et puis voilà, il m'a accompagnée. Et puis voilà, mon mariage est très bien passé et voilà. C'est pas fini? Ben non, heureusement. Mais dans ce mariage-là, avec tout ce que tu as vécu, plus du coup cette phase de pardon, donc tu es rentrée dans ton mariage quelque part en ayant totalement pardonné ton papa. C'est ça. Comment la relation Kevin, Ludo, Dieu, genre comment ça se passe? Eh ben très bien. Genre tout baigne. Ben, non mais tu peux dire oui, genre ouais. Oui. Attends, je cherche des épreuves. Non. Oui, ça se passe. On aimerait prier plus naturellement que ce qu'on fait là. On aimerait étudier la parole plus. Mais déjà à la maison, quand on est rentré dedans, on a demandé à un ami, Michael, de venir prier pour la maison. On a consacré la maison au Seigneur et à notre foyer. Et puis voilà. Et donc, dans votre tête, c'est à 3, il n'y a pas 4, 4. 5 peut-être, 6. On va se calmer. Non, on a toujours été d'accord. On ne veut pas d'enfants. Non pas parce qu'on n'aime pas les enfants, au contraire, moi j'aime beaucoup les enfants. Mais parce qu'on s'est dit que dans ce monde, c'est trop difficile d'élever un enfant qui soit équilibré. Tu peux faire un enfant, il s'appelle Mathieu. Tu l'envoies à l'école, il revient et il dit « je m'appelle Leïla ». Et moi, je ne pourrais pas gérer ça. Parce qu'en fait, faire un enfant, c'est une grande responsabilité. Hein. Ton enfant, ce n'est pas le tien. D'ailleurs, on fait un enfant pour la gloire de Dieu aussi. Faire un enfant parce que je veux un mini-moi ou je m'ennuie, on va voir, ou bien pour réparer mon couple, etc. Oui, voilà. Pour moi, ce n'est pas des bonnes raisons de faire un enfant. Donc, ça veut dire que genre, vous n'aviez jamais juste... Attends, tu veux en parler ou quoi? Je ne sais pas de quoi tu veux parler, donc... Kevin. Ok, d'accord. De quoi? On continue. On va pousser. Alors... du coup, est-ce que vous avez déjà, je sais pas moi, essayé au moins d'avoir un enfant, je sais pas, ou 2 enfants, ou 3 enfants? Non. Alors, nous, contraception, préservatif, donc bloqué. Donc, il n'y a pas moyen.
Mais pendant 3 ans, on a vécu comme ça, jusqu'à ce que, en fait, on se dise, on veut pas d'enfant, parce que le jour où le Seigneur va me dire, qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant que je t'ai prêté? Et il faut savoir répondre. Sauf que on n'a pas non plus envie de bloquer Dieu dans sa mission à travers nous, que peut-être que de cette union peut naître un être de lumière, en fait, parce que en plus ça arrivait à une époque où il y a le petit jeune au Lamentin qui était mort, et il est toujours mort, mais il est mort, voilà, qu'on a tué malheureusement. Et je me suis dit, mais dans quelle ambiance il a grandi pour pouvoir se retrouver là et tout. Donc le fait de faire des enfants qui peuvent être une lumière pour leurs camarades de classe et tout, apporter quelque chose de positif, à être un bon citoyen dans le monde et être un soldat de l'armée de Dieu aussi, c'est une grosse responsabilité, mais on n'a pas envie d'enlever cette option-là à Dieu. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un deal. Hein. Moi, toute ma vie, c'est des deals avec Dieu. Mais en fait, ton deal, c'est le Dédé deal. Ah, exactement. C'est ça son petit nom. C'est le big deal. Donc, on lui a dit, bon, Seigneur, si tu nous aides à mettre de côté 10K et on te fait confiance, on enlève le préservatif. Donc, c'est pas arrivé comme par magie. Hein. On a mis de côté petit à petit, et lorsqu'on a vu qu'il y avait 10 000 euros sur le compte, on s'est dit, c'est le moment. Bon, Ludo, il a dit, c'était pas 10 000 chacun. Donc, du coup, c'est là qu'on a enlevé le préservatif. Donc, c'était au mois de mars de l'année dernière. On a enlevé le préservatif. Ensuite, au mois de juin, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, un lundi, la semaine du 7 juin. Le lundi, j'arrive au travail, ma responsable me dit, mais t'as une tête bizarre, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, je sais pas ce que j'ai dernièrement, je sais pas, c'est bizarre. Mais je sais juste qu'au niveau de l'appétit, il n'y a que les crudités qui passent, quoi. On me dit, t'es enceinte? Wow. Je dis, mais n'importe quoi, c'est une gastro, un truc dans le genre, laisse-moi tranquille, quoi. Et elle a été m'acheter 2 tests de grossesse à la pharmacie. Et elle revient, elle me dit, non, on a été ensemble après la journée de travail. Elle me dit, un, c'est pour ce soir, et l'autre, c'est demain matin. Celui du soir, je l'ai foiré, hein, parce que moi, je sais pas viser, quoi. Donc, oui, parce que tu dois faire pipi dessus. Donc, voilà, finalement, le lendemain matin, j'ai fait dans un pot et j'ai mis le truc dedans. C'est là, l'astuce. Suivez-moi pour plus de conseils. Test de grossesse. Et là, sans appel, 2 barres, rouge vif. Il n'y avait pas besoin d'attendre 3 minutes. C'est 2 barres. C'était clair. Ouais, donc du coup, avec Ludo, on se regarde et on se dit, bon, faut y aller. On n'était ni content ni pas content, c'est juste, bon, faut y aller. Et c'est vrai qu'ensuite, dans les jours qui ont suivi, j'avais des douleurs le soir. J'avais de fortes douleurs le soir. Et j'avais vu sur Google, bon, c'est l'utérus qui se met en place, donc c'est normal que ça tire un peu. Donc j'ai dit, bon, faut tenir. Mais j'avais très mal. La journée, ça allait, mais le soir, c'était une horreur. Et à un moment, je me dis, mais il faut que Ludo prenne un couteau et qu'il me tue, là, parce que je ne peux plus, en fait. Je peux plus la douleur. Par rapport à la douleur des règles, genre, c'était pareil. Plus fort. J'ai dit, il faut que je trouve un médecin qui m'avorte, parce que moi, je ne pourrais pas. 9 mois, jamais. Je ne pourrais pas tenir. Je pourrais pas tenir. Et donc ça, c'était le soir. Et le samedi 7, dans la nuit, j'avais mal. J'avais chaud. On dort dans la clim. J'ai demandé à Ludo un ventilateur tellement j'avais chaud. Et ça n'allait pas du tout. Mais bon, le jour arrive. J'ai dit, il est quelle heure là? Il me dit, il est 8 heures. J'ai dit, bon, dans tous les cas, il faut que je trouve le moyen de me lever pour que je puisse me préparer pour aller à l'église. Et là, du coup, je me lève du lit. Et là, je tombe dans les pommes. C'est la première fois que je tombe dans les pommes de ma vie. Ludo, du coup, il me ramasse, il me met sur le lit. Pardon. Et donc après, je me réveille. Je vois qu'il est en train de prier, en train de pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Et il me dit, tu la mémoire. Enfin, tu sais pas. Ok. Mais je sais pas comment trop. C'est ça. Et il me dit, t'es réveillée, tu m'as fait peur et tout. J'ai dit, ok, ouais, j'ai faim là, est-ce que tu veux me faire un smoothie? Et donc, donc il a été
faire le smoothie. Et quand il revient, vu qu'il m'avait mis sur le dos, moi, je ne sais pas boire allongé, sinon je m'étouffe. Donc, du coup, j'ai dit, prends-moi un oreiller pour le dos, il faut que je me redresse pour pouvoir boire. Et je me redresse, et là, donc du coup, lui, il m'a retiré pour que je puisse être à nouveau allongée. Et là, du coup, il appelle le SAMU. Heureusement qu'on avait l'information que j'étais enceinte, parce que du coup, ils sont venus et ils m'ont emmenée au pôle parents-enfants. Ok. Pas dans l'hôpital qu'on connaît bien. Donc, sachant que quand ils m'ont mis sur la chaise, parce qu'ils m'ont dit, madame, vous pouvez, on va aller dans l'ambulance et tout. J'ai dit, madame, si je me lève, je pense que je vais tomber dans les pommes. Donc, ils ont emmené une chaise, ils m'ont mis dessus. Et vu que j'ai dû faire un petit effort pour aller, je me suis réveillée, j'étais devant la maison. Et ensuite, on m'a mis, est-ce que je peux parler de ça même? On m'a mis dans l'ambulance. Faut en parler parce que c'est ma réalité, mais dans l'ambulance, l'état des routes. J'ai senti tous les trous. En plus, les textos sont en mars, donc... C'était où? C'est ça. Non, mais c'est sur le trajet de Goyave à Palais Royal. À Palais Royal. Abîme. Donc voilà, j'ai tout senti, c'était atroce. Et donc là-bas, j'arrive et le gynéco donc fait l'échographie et il me dit, madame, vous êtes enceinte de 9 semaines. Donc, ça fait 2 mois que je suis enceinte en fait. Comme j'avais eu mes règles entre-temps normalement, donc j'avais aucun signe. Le seul signe que j'ai vu, c'est que je sentais que mes seins étaient un petit peu gros. Donc je demande à monsieur, tu sens pas que mes tétés sont gros? Il me dit, tes tétés sont magnifiques. Ça fait plus de toi chier. Voilà. Donc voilà, j'avais personne pour me dire, peut-être tu dois faire un test ou quelque chose. Ouais. Et au final, quand je compte 9 semaines en arrière, effectivement, on avait enlevé le préservatif en mars. C'est-à-dire qu'en avril, j'étais enceinte. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas attendu. Sauf qu'il me dit, donc le cœur bat, mais il est mal placé. Il est dans la trompe. Et il est trop gros là, on ne peut pas l'enlever et tout. On va être obligé d'enlever la trompe et l'embryon avec. Donc, j'ai dit, faites. Et donc, ils m'ont dit, je vois pas de sang sur l'appareil et tout, mais on va quand même vous opérer tout de suite parce qu'il y a urgence vitale. Et du coup, j'ai dit, OK. Sauf qu'entre-temps, il y a une urgence césarienne qui est passée avant moi. Donc, je ne sais pas si c'est pendant l'attente ou si c'est au début de l'opération, mais effectivement, l'embryon a rompu la trompe. Seul. Donc là, oui, sans l'aide d'aucune main. Ok, non, parce que... Ouais. Et donc, il a rompu la trompe. Et là, donc, du coup, hémorragie. Ils ont enlevé environ 2 litres de sang. Ensuite, ils m'ont transfusé 3 poches. Attends, on fait une pause. Oui. EFS, c'est ça? Donnez votre sang, c'est ça? Oui. Donnez votre sang, oui. ça sauve des vies. C'est ça. C'est important. Oui, voilà. Non, ouais. D'ailleurs, en plus, le EFS, après, ils m'ont interrogé. Ah ben. Ouais, du coup, pour faire la pub. Bon, la vidéo n'est jamais sortie pour une raison que j'ignore, mais... C'était trop parfaite. Je sais pas. Mais en plus, ça, c'est un sujet aussi parce que j'avais une petite anémie et avec la transfusion, j'ai vraiment pris cette histoire de fer à bras le corps. J'ai des épinards, des cressons, tout à base de fer et de vitamine C pour fixer le fer parce que moi, je fixe pas beaucoup, pas bien du tout même. Donc voilà, j'avais donné le max pour avoir une hémoglobine à 12. Et quand j'ai fait les tests et que j'ai vu que j'étais à 11,3 ou 11,7, je ne me souviens plus, je me dis cool, je vais déjà arriver à 12, mais en plus, ça veut dire que bientôt, je vais pouvoir donner mon sang. Donc du coup, je cherche sur Google, je dis bon, au bout de combien de temps après une transfusion, on peut donner son sang? Et là, je vois, jamais. Sérieux? Jamais. C'est fini. C'est fini. On enlève la PVFS. Non, jamais. Ceux qui ont été greffés et transfusés ne peuvent plus donner leur sang. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, mais je ne pourrais plus jamais donner mon sang. Parce que ma mère, elle a travaillé un moment dans sa vie à l'EFS. Donc, elle nous a toujours sensibilisés à donner le sang. Okay. Donc, voilà. Et du coup, avec Ludo, on allait assez fréquemment. Et là, je ne peux plus. Et toi, est-ce que tu as pris du recul par rapport à la situation? Ou alors, je ne sais pas comment expliquer. Parce que j'ai besoin de 2 points de vue. Celui de toi qui pense à toi, qui tombe dans les pommes, je ne sais pas si tu te rappelles. Et comment toi, tu as vécu ce moment-là, du style, genre, tu viens de faire un deal avec Dieu. Et là,
ça. Alors, il faut savoir que, dans la mesure où nous, on ne cherchait pas spécialement d'enfants, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était le mardi. Et le samedi, il n'y avait plus rien. Donc, déjà, trop d'informations d'un coup. Je suis enceinte, j'ai mal, hôpital, on m'enlève un bout, il n'y a plus d'embryon. Je suis plus enceinte. Voilà. Il n'a pas eu le temps d'être réel dans ma tête, déjà. On ne s'est pas projeté, on n'a pas commencé à acheter des lits, tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je me suis questionnée. Je me dis, mais Seigneur, t'as fait ta part, on a fait la nôtre. Je ne peux pas dire, c'est pas toi. Certes, effectivement, c'est l'ennemi qui fait le mal, mais tu as permis, donc c'est toi. Tu es le responsable. Oui, puis ok. C'est ça. Et ça a affecté, du coup, ça a affecté ta relation avec lui. Tu as douté de lui, tu étais en mode. Non. Non, ok. Non, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je sais pas encore c'est quoi la leçon. Je sais pas, mais si à travers mon témoignage, à travers ce que j'ai vécu, ça a permis aux d'autres personnes, je sais pas qui, de s'interroger sur Dieu, de se dire qu'il y a un Dieu qui existe et que malgré toutes ces épreuves, je suis là toujours. Bref, que quelqu'un est sauvé grâce à ce témoignage-là. Ouais. Gloire à Dieu. Ok, donc en fait, t'as pas eu au moment où tu t'interroges avec Dieu, tu lui demandes en mode, mais qu'est-ce que tu... Non. Il n'y a rien du tout. Non. Mais il est au contrôle. T'es une confusion totale, genre, c'est extraordinaire d'arriver à ce stade. Oui. J'y suis pas, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça en mode, j'arrive vite à tourner ma veste, je te dis ça franchement. Je dis en mode, mais tu m'as dit ça, ok. Est-ce que tu es prête pour la tribulation? Je sais pas. Non, mais c'est vrai que, et dans ton foie, aujourd'hui, ça fait combien de temps là? T'es à 6 mois? C'était en juin. On est en décembre. Non, on est en janvier. Donc ça fait 7 mois. 7 mois. Incroyable. Mais tu vois l'impact de ça dans ton couple? Non. Je sais pas. C'est fini là. Il était pas... Ouais. Malheureusement. Parce que j'ai vu une psy aussi. Pour ça. Bon, la psy, au bout de 2 séances ou 3, je me rappelle plus, elle m'a dit, madame, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez très bien. Oui. Mais oui. T'arrives parce qu'en fait, ce qui était le plus traumatisant, c'est la mésaventure, les douleurs, l'hôpital, etc. Pendant que j'étais à l'hôpital, je me suis souvenue d'une sœur qui m'avait raconté qu'elle était tellement dans la détresse. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi et tout machin, fais-moi sentir que tu es là. Non. Après, elle a senti une paix et tout. Quand j'étais à l'hôpital, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était que mes frères soient là. Je voulais être avec mes frères et tout. Et je me sentais seule. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, comme la sœur, j'ai besoin que tu sois là. J'ai envie de sentir que tu sois là. Manifeste-toi. Il m'a dit, t'as pas besoin de ça, frère. T'as pas besoin de ça, tu sais que je suis là. C'est quoi ton cinéma? Ah ouais. Bon, d'accord, ok. Faut combattre. Ok. Voilà, c'est ça. Mais c'est super étonnant. En fait, ça me donne beaucoup de courage parce que je me dis qu'en fait, je dois vraiment apprendre à avoir confiance à Dieu. Je dois vraiment faire confiance à Dieu de manière totale parce qu'au final, ça va m'aider, genre, mentalement, parce que je me dis que là, t'as fait c'est passé, ok, à gauche, mais c'est pas pour autant que ça a affecté ta relation avec Dieu. Est-ce que, mais du coup, ça a peut-être renforcé, je sais pas? Je pense toujours pareil. Je sais que quand je suis tombée enceinte, j'en ai informé mes frères tout de suite. Malheureusement, j'avais un de mes frères qui passait un petit peu par une situation similaire. Et on s'est questionné, on a commencé à parler de Dieu. Et c'est la première fois que je parlais de Dieu avec ce dernier petit frère, Alan. Et je me suis dit, waouh, s'il a fallu que je passe par ça pour pouvoir parler de Dieu avec mon petit frère et qui s'interroge sur sa personne et tout, et qui puisse peut-être éventuellement commencer un cheminement et être sauvé, eh bien, gloire à Dieu, en fait. C'est ça. Donc voilà, si cette épreuve a pu sauver ne serait-ce qu'une personne, ben gloire à Dieu. Elle risque d'en sauver plusieurs, du coup. On va te laisser l'occasion de parler un peu à la caméra pour dire à tout le monde. Ouais. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important parce que quelques mois plus tard, on est sorti avec Ludo voir un groupe d'amis à la plage et on était assis et il y a un coco qui est tombé sur lui.
pas sur sa tête, parce que quelques minutes avant, je lui avais dit de se redresser parce que je ne voyais pas le frère qui parlait. Et le coco est tombé sur sa jambe. Il a hyper mal. Et donc, et à un moment, on s'est déplacé et tout. Et je lui ai dit, tu sais, c'est bien que le coco soit tombé sur ta jambe. Il me dit, je comprends pas. Explique, va au bout de ta pensée. Et je lui ai dit, je sais pas encore. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si c'est tombé, c'est pour ton bien. On sait pas encore quoi. Mais Dieu est au contrôle. Donc, s'il a permis, tout concourt, tout. C'est pas un peu, c'est pas le quart, c'est pas la moitié. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça t'est arrivé? Pour une raison, je sais pas. Dieu nous donnera les réponses plus tard. Fin. Terminé. Ok. Et si on devait, par exemple, tu devais parler à des milliers de Kévan ici, tu leur dirais quoi? Tu leur dirais quoi? Prenez la gloire de Dieu et votre mission en tant que chrétien au sérieux. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et il faut qu'on soit aussi en mesure de donner notre vie pour nos semblables. Parce que la vie, elle est dure, c'est clair. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Au contraire, il a dit, vous aurez des tribulations, mais n'ayez crainte, puisque moi, j'ai vécu le monde. Et donc, d'avoir confiance. Faites confiance, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même dans votre malheur, il y a du bon. Cherchez-le, demandez à Dieu, parce que Jésus est la seule solution. Amen. Ouais. Et dernière, c'est la dernière question pour le vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Alors, tout le monde autour de nous dit des enfants. Que Dieu fasse ce qu'il a envie. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse. Je me sens tellement bénie d'être mariée à Ludo. Je crois que je lui dis ça tous les jours. Hier encore, je lui ai dit, mais un jour, peut-être tu seras fatiguée que je te dise ça. Il me dit, moi aussi, je suis contente que tu sois mariée avec moi. C'est trop mignon. C'est gneu, c'est trop mignon. Mais vraiment, c'est tellement puissant, tu sais, de partager ta vie. À chaque fois que je le regarde ou que je pense à lui, ça me donne envie de prier et de remercier Dieu. Tu vois, il y a une chanson qui dit ça, Ta valeur, de André, je sais plus. Voilà, mais si, c'est la chanson qui dit tu es un miroir. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et il y a une phrase qui dit et te regarder me pousse à adorer Dieu. Oui. Et avec Ludo, c'est ça. Et franchement, à chaque fois que je pense à Ludo et tout au long de notre relation, même quand on n'était pas encore mariés, je disais toute femme mérite d'avoir un Ludo. Magnifique. Comme mari. C'est très, très beau. Très, très beau. Donc, de continuer dans cette voie. Le mariage et puis ma vie aujourd'hui, je suis à mon compte, entrepreneur. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Et puis voilà. Super, merci Kévan en tout cas d'être venue parmi nous. Ouais. On est très contents, je suis très contente de te recevoir, mais la team Hollywood dans son entièreté est très contente. Et je pense que Dieu va te bénir, va continuer de te bénir. On fait un petit coucou à la team aussi pour leur dire de pas oublier de s'abonner. Non, tu sais quoi? Je te laisse. Vas-y. Tell them. Ok. Alors, la chaîne Hollywood. Je vais dire Bollywood, c'est pas ça. Ok. La chaîne Hollywood, votre chaîne au plus proche de vous. Abonnez-vous. Mettez un commentaire. Je vais lire les commentaires. Donc, mettez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. De toute façon, ça leur donne de la visibilité. Donc, faut avoir ce recul-là de dire, plus tu commentes, moi, j'ai de la visibilité. Donc, ce que tu dis, voilà. Mais en tout cas, abonnez-vous parce que c'est une chaîne par des jeunes chrétiens que j'apprécie beaucoup. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et déjà, il faut les booster, mais aussi parce que c'est du contenu qui va vous plaire, j'espère en tout cas. Donc, abonnez-vous. Merci d'avoir visionné. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche pour la prochaine vidéo, les prochaines vidéos. Et à très vite.